Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation. Le sujet de la présentation d'aujourd'hui, ça va être sur la maintenance prédictive appliquée à l'industrie 4.0 et notamment sur la mesure de vibration, qui est une des mesures possibles dans des systèmes de maintenance prédictive. Rapprochez, ok. Hubert et moi allons présenter deux parties. Une première donc sur l'acquisition des données et une seconde que Hubert va présenter sur la transmission de ces données-là. Donc dans un premier temps, je vais rappeler en fait qui on est, donc Analog Device, donc faire une rapide présentation pour ceux qui nous connaissent un peu moins. Ensuite, présenter les définitions, en fait, qu'est-ce que c'est en fait le condition-based monitoring ou la maintenance prédictive. Continuer en fait sur une partie pour rappeler comment fonctionne un capteur MEMS, donc sur la partie accéléromètre, puis sur les systèmes en fait de CBM, montrer en fait sur un schéma bloc les différentes composantes. Et ensuite, dans un second temps, Hubert présentera le standard de communication, donc 10BASE TRL pour l'Ethernet industriel, et une partie donc, sur le Power over Data Line, donc la transmission de puissance. On aura un temps de questions à la fin et vous pourrez également venir nous voir sur notre stand E204. Hop. Non. Voilà. Donc pour rappeler qui nous sommes, donc Analog Device, donc on est un fabricant de semi-conducteurs qui a 55 ans d'ancienneté. On est basé aux États-Unis, donc c'est une entreprise américaine qui a ses bureaux à Boston et en Californie. On produit nos propres composants, donc on a des usines de fabrication aux États-Unis et en Europe, donc en Irlande notamment. Et c'est là où sont produits donc nos MEMS, nos accélérateurs, nos accéléromètres, pardon. On a une grosse composante sur l'innovation, donc on a investi énormément en R&D, donc 4 milliards sur les 10 dernières années. Et donc voilà, les points importants. Hop. Donc pour rappeler le portfolio MEMS en fait d'AD, j'ai divisé ça en 4 catégories. Donc la première, c'est les gyroscopes et les IMU, donc les centrales inertielles. C'est des composants assez haute précision qui ne sont pas forcément appliqués pour la maintenance prédictive et pour les systèmes plutôt de navigation. On a les capteurs également qui sont... Mesdames et messieurs, rendez-vous dès maintenant dans l'auditorium Lumière pour notre plénière d'ouverture 2020 l'Odyssée de l'espace avec notre invitée spéciale, Madame Claudie Ignoré. Ok, et donc on a une seconde partie sur les capteurs plutôt haute température pour des environnements industriels où les contraintes de température sont importantes. Une troisième partie sur les capteurs plutôt basse consommation, donc pour des équipements embarqués par exemple. Et enfin la partie sur laquelle on va parler aujourd'hui, donc les capteurs... les capteurs donc bas bruit qui sont appliqués, qui sont utilisables donc qui sont pertinents dans les systèmes de maintenance prédictive. On va le voir par la suite. Donc qui sont caractérisés par un niveau de bruit qui est faible et une bande passante qui est importante. On va le voir pourquoi. Donc j'ai voulu rappeler ce qu'est le condition-based monitoring, donc pour essayer de mettre un peu des définitions en fait sur ces mots. Donc on parle de maintenance prédictive et d'un monitoring qui est continu d'un ensemble de paramètres pour en déduire ensuite des diagnostics et pouvoir savoir si l'équipement fonctionne correctement ou pas et pour éventuellement prendre des décisions ensuite. Donc pour rappeler en fait les différentes phases de la vie d'un équipement. Donc quand on le met en service, on a une phase de garantie bien sûr où le risque pour vous ou pour vos clients sont assez faibles. Le risque de défaut, pardon. Ensuite, on a une phase qu'on appelle le time-based monitoring, c'est qu'on va estimer le risque de défaut seulement avec l'âge de l'équipement, où le risque de défaut reste en somme toute assez faible. Et ensuite, on a cette phase de maintenance prédictive, condition-based monitoring, où on va vouloir monitorer donc un ensemble de paramètres sur ces équipements pour pouvoir détecter un défaut et le faire le plus en avance de phase possible pour prendre les décisions le plus en avance de phase possible pour éviter de mettre en défaut donc, une ligne de production, par exemple, ou que l'équipement en fait, arrive au point de défaut.
Et donc ces défauts, ils peuvent se traduire par une augmentation de la température, une augmentation en fait du courant, on va le voir, une augmentation des vibrations. Et c'est tous ces paramètres-là qu'on va vouloir en fait monitorer pour pouvoir faire un diagnostic et éventuellement prendre des décisions. Alors, quelques points importants que je vais rappeler au fur et à mesure de la présentation, c'est ici on ne parle pas seulement d'une mesure de vibration, on parle d'un ensemble de paramètres qu'on va vouloir mesurer, donc pas seulement de vibration, et on parle d'une solution complète, donc pas seulement l'acquisition des données, mais aussi donc le traitement et l'envoi de ces données. Donc c'est notamment la partie sur laquelle va vous présenter Hubert. Donc, encore une fois, on peut monitorer donc, un ensemble de paramètres. La température, c'est un paramètre important, donc où on va avoir un échauffement, par exemple, s'il y a un défaut dans des roulements en billes ou dans des engrenages. La tension et le courant peuvent être également monitorés, c'est un peu un paramètre de second niveau. Et enfin, on peut également vouloir monitorer le champ magnétique. Bon, ça demande une connaissance un peu plus poussée en fait, de l'environnement dans lequel évolue l'équipement, mais c'est également quelque chose qu'on va vouloir mesurer. Et donc Analog Device, aujourd'hui, encore une fois, on va parler du premier, donc, qui est la mesure de vibration, mais on peut adresser toutes les autres mesures, donc de température, de champ magnétique et de courant tension, bien évidemment. Donc, on va parler aujourd'hui de la mesure de vibration. La maintenance prédictive, ça s'applique à un ensemble d'équipements. C'est pas seulement réservé aux équipements coûteux, mais ça peut être aussi appliqué à des équipements moins coûteux, que ce soit dans les lignes de production, donc sur des machines de production, des machines tournantes, ou que ce soit des moteurs électriques, donc que ce soit dans des trains par exemple, ou dans d'autres équipements roulants. Et également sur des parties particulières, par exemple donc, les roulements à billes ou des engrenages qu'on va vouloir monitorer de manière plus précise. Donc en parlant des roulements à billes, donc j'ai pris cet exemple-là parce que le roulement à billes est utilisé dans 90% des machines tournantes et c'est un exemple assez simple car les défauts sont assez bien modélisés. Donc quand un défaut commence à apparaître, les premiers signes, ça va être, donc là vous voyez le graphe donc, de vibration donc avec l'amplitude en ordonnée et la fréquence en abscisse. Les premiers signes avant-coureurs, ça va être des signaux qui sont très faibles, donc avec de faibles amplitudes, et qui sont à des fréquences assez élevées. Donc ça va être les premiers en fait, à apparaître quand on va avoir un défaut qui va commencer à se créer. Dans un second temps, on va avoir en fait des défauts qui vont commencer à apparaître sur des fréquences plus basses, donc un peu en dessous des 5 kHz, sachant que les premiers donc, c'est plutôt autour des 5 à 20 kHz, voire plus. Donc dans un second temps, on va être un peu entre 500 Hz par exemple et 5 kHz, avec des amplitudes un peu plus élevées. Dans une troisième phase, en fait, on va avoir des oscillations qui vont être de plus en plus importantes et une énergie qui va être un peu plus étalée sur les basses fréquences, avec des pics d'oscillation qui vont être plus élevés. Et la dernière phase, c'est le défaut, donc qui arrive et qui met en défaut donc, la machine et qui va éventuellement conduire à un arrêt de la production et donc à une perte monétaire. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce graphe-là? En fait, c'est que si on veut faire une mesure en avance de phase, il va falloir qu'on puisse mesurer ces petits signaux, donc à des hautes fréquences et à des niveaux qui sont faibles. Donc il va falloir avoir des capteurs qui ont des niveaux de bruit qui sont faibles et qui ont des bandes passantes qui sont assez élevées. Donc de l'ordre de 10 kHz et plus. Donc il y a deux moyens de le faire en fait historiquement. C'était les piézoélectriques qui ont des bandes passantes qui sont énormes de plusieurs kHz, dizaines de kHz jusqu'à éventuellement le mégahertz pour certains. Et les MEMS qui étaient traditionnellement plutôt avec des bandes passantes qui étaient plus faibles. Et là où Analog Device a énormément travaillé, c'était à faire des MEMS qui avaient des bandes passantes plus élevées, donc de 5, 10 jusqu'à 22 kHz. Donc, j'ai présenté en fait quelques graphes et commenté quelques graphes pour faire une comparaison en fait entre les MEMS et les piézoélectriques et ensuite dans la slide d'après lister les avantages et inconvénients. Donc en termes de sensitivité, alors en orange la courbe c'est un de nos MEMS, donc un ADXL 1002, donc qui est un accéléromètre un axe à sortie analogique, et en bleu donc c'est une courbe d'un piézoélectrique.
On remarque donc que la sensitivité sur la plage de fréquence est assez stable, quel que soit le MEMS ou le piézoélectrique. En revanche, sur la plage de température, on remarque qu'il y a des écarts qui sont assez énormes de sensitivité entre donc, les températures négatives et jusqu'à 125 degrés par exemple. Ça, c'est un point important. Parce que Bonjour et bienvenue. Pour notre santé à tous, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. Nos équipes sont mobilisées pour renforcer le nettoyage et la désinfection. N'hésitez pas à consulter nos panneaux d'affichage pour vous informer sur les gestes et pratiques à adopter. Nous vous souhaitons une très belle journée. Okay. Welcome. To protect everyone's health, we would like to remind you that everyone must wear a mask. Our teams have steps of the cleaning and disinfection. Please refer to our posters for information and guidance regarding hygiene, measures and practices. We wish you a safe and pleasant day. Tout le monde porte un masque, c'est très bien. Donc pour reprendre sur la gamme de température. Et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Excusez-moi, il y a moyen de... Pour notre santé à tous, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. Nos équipes sont mobilisées pour renforcer le nettoyage et la désinfection. N'hésitez pas à consulter nos panneaux d'affichage pour vous informer sur les gestes et pratiques à adopter. Nous vous souhaitons une très belle journée. Welcome. To protect everyone's health, we would like to remind you that everyone must wear a mask. Our teams have steps of the cleaning and disinfection. Please refer to our posters for information and guidance. Donc pour revenir à la comparaison accéléromètre et piézoélectrique versus MEMS, donc sur une gamme de température, un MEMS sera en fait beaucoup plus stable. Et donc on peut avoir des transients de température assez importants dans nos environnements industriels. Donc c'est pour ça que le MEMS a déjà un premier avantage. En termes de densité de bruit, le MEMS avait tendance à être plus élevé que le piézoélectrique. Donc alors là, en rouge, vous avez un piézoélectrique et en vert et bleu, vous avez deux MEMS qu'on a, donc, qui ont différentes caractéristiques. Donc sur des fréquences plus élevées, alors certes, le piézoélectrique reste avec des niveaux de bruit qui sont plus faibles, mais on arrive quand même à des densités de bruit qui sont très faibles comparées, on va dire, au reste de les gammes MEMS qu'on a traditionnellement. Et en basse fréquence, on voit qu'on a des niveaux de bruit aussi qui sont plus faibles. Et enfin, une troisième courbe qui est intéressante de voir, c'est la résistance au choc en fait. Donc là, on a fait juste un choc d'une amplitude de 130 G, donc qui est équivalent par exemple d'un coup de marteau dans un environnement industriel, donc qui est quand même possible dans ce type d'environnement. On remarque que la DXL, l'accéléromètre va avoir une réponse qui va être normale et revenir à un niveau 0. Le piézoélectrique, lui, quant à lui, va en fait garder un offset et va mettre un certain temps avant de revenir à 0. Et donc en fait, c'est un des problèmes des piézoélectriques dans les environnements industriels. Voilà, donc j'ai prévu un petit tableau. Bon, il est un peu indigeste ce slide-là, mais dans tous les cas, vous les aurez à la fin pour les regarder plus en détail. Je vais juste mettre en évidence quelques pour et contre des deux systèmes. Donc la stabilité en température, on en a parlé. Il y a aussi le un accélérateur MEMS coûte moins cher à produire qu'un piézoélectrique et peut être produit en plus grand volume. Et également en fait sur une vision système, donc c'est-à-dire pas seulement le capteur en lui-même, mais également toute l'alimentation. Un capteur MEMS, c'est assez facile à alimenter, hein, il suffit d'un LDO, un régulateur linéaire et c'est terminé, alors que les piézoélectriques sont plus compliqués à alimenter. Et donc l'avantage d'un piézoélectrique, quant à lui, c'est la plage en température qui peut fonctionner jusqu'à des températures de 300-400 degrés. Là où un MEMS fait en silicium devra s'arrêter à des températures max de 175, éventuellement 200 degrés. Donc, voilà. Je vais rappeler rapidement comment fonctionne un MEMS. Donc un MEMS concrètement, enfin un accéléromètre, c'est une masse qui est coincée entre deux ressorts et en fonction des accélérations auxquelles il va être sujet, il va bouger. Et donc en fait vous avez cette masse qui va bouger entre des ancres en fait qui sont eux fixes. Et en fait on va venir mesurer, ça va être une différence de capacité entre la partie mobile, comme vous le voyez ici, et la partie fixe. Pour regarder plus en détail à quoi ça ressemble, là vous avez une partie... Vous avez un gros plan sur le MEMS.
Donc en fait, on va avoir une couche de silicium, on va avoir un substrat en dessous, et en fait, dans la fabrication, on va laver ce substrat, enlever ce substrat, et donc on va en fait avoir un système qui va être en équilibre et donc bouger en fonction des accélérations auxquelles il est sujet. En termes de à quoi ressemble un système de condition-based monitoring, de maintenance prédictive, on a beaucoup parlé de la partie capteur ici, mais il y a tout le reste de la chaîne d'acquisition, du traitement et de la communication qui est important. Donc Analog Device peut adresser tous ces blocs. Donc comme on l'a vu sur la partie capteur, on va vouloir regarder des capteurs qui ont une densité de bruit assez faible et une bande passante encore une fois qui est élevée. On va vouloir aussi préserver ce signal, donc avoir une chaîne d'acquisition derrière, donc un filtrage et une amplification qui va être assez bas. Et ensuite, pour des équipements qui sont éventuellement portables, avoir un processing et une communication donc, qui est basse consommation. Également pour l'alimentation, on va vouloir avoir des alimentations qui sont faible bruit et qui sont propres. Pour la partie communication, Hubert va présenter un bus de communication wired, donc pas sans fil, dans la seconde partie de la présentation. On a des considérations à avoir pour chacun de ces blocs, donc savoir si on veut un capteur par exemple à sortie analogique ou digitale, la bande passante en fonction des phénomènes qu'on va vouloir mesurer. Également pour la partie acquisition, on va vouloir regarder éventuellement des paramètres comme est-ce qu'on veut du simultané ou sampling ou pas, donc c'est-à-dire en fait une acquisition en parallèle si on va avoir par exemple plusieurs capteurs qu'on va vouloir mettre en parallèle et acquérir la donnée de manière synchrone. Également donc des alimentations comme je l'ai dit faible bruit. Pour la partie processing également, donc il y a différents regarder pour choisir le bon composant. Et pareil, les considérations sur le bus de communication, donc wired versus wireless, les consommations, les débits qu'on va vouloir atteindre en fonction de l'équipement, de là où il est placé, et notamment donc, si on veut un équipement sans fil ou non. Alors, j'ai pas fait une présentation produit parce que je pense que c'est pas super intéressant de le faire dans une présentation, mais vous pourrez nous voir si ça vous intéresse sur notre stand. Je peux vous en parler un peu plus en détail. Généralement, voulez vous présenter ce composant-là qui est un peu particulier parce qu'en fait, il intègre notamment la partie accéléromètre. Donc, il y a 3 accéléromètres ici et une partie processeur. Donc, il y a un processeur qui fait des analyses statistiques. On voit ça donc sur un bus SPI. C'est un composant en particulier. Sur un système de condition-based monitoring, il n'y aura pas seulement donc la partie acquisition, mais il y a aussi le placement et comment en fait on utilise notre équipement. J'ai voulu résumer en fait 4 points importants. Le premier, ça va être donc où est-ce qu'on le place pour avoir une mesure efficace. Parce qu'on a parlé d'accéléromètre 3 axes, mais il y a aussi des accéléromètres 1 axe qui peuvent suffire en fonction du phénomène qu'on va vouloir mesurer. Donc c'est un premier point en fait où placer l'équipement, où placer le système de condition-based monitoring sur votre équipement qui sera important. Le deuxième, ça va être la fixation. En fonction de comment on va le fixer sur cet équipement, on pourra atteindre en fait des bandes passantes qui seront plus ou moins élevées. Donc une fixation par exemple via un aimant ne pourra pas permettre l'acquisition de signaux de même fréquence que si on le fixe avec par exemple des vis. Donc ce point-là en fait fait écho au point qui est au-dessus. Ça va être en fonction des vibrations qu'on va vouloir mesurer. On va vouloir le passer à différents endroits. Et enfin, la taille est importante en fonction des équipements qu'on va avoir et notamment des contraintes d'espace dans des environnements industriels. Un rapide résumé pour cette partie-là. Donc on a parlé de capteurs qui sont importants, de chaînes d'acquisition, donc c'est une partie d'un système de condition-based monitoring. Le processing en est un second qui peut être votre domaine, notamment votre domaine de compétences, où là vous allez apporter vos compétences ou votre client éventuellement. Et enfin, l'intégration des solutions. Pour résumer ensuite pourquoi les MEMS d'Analog Device sont pertinents pour des solutions de maintenance prédictive. Encore une fois, ça va être la bande passante qui va être large, donc jusqu'à 22 kHz comme on l'a mentionné. Le niveau de bruit faible, donc jusqu'à 22 en l'occurrence micro-G par Hz. Et également la gamme de mesures en fait, qui peut avoir des niveaux de 500 ou plus en G. Et je vais laisser Hubert continuer sur la partie
Ethernet industriel. Bonjour, donc mon nom Hubert Cadusso, responsable des ingénieurs d'application chez Analog Device. Samuel vient de vous présenter tout ce qui était la partie vraiment captage de l'information, vibration. Moi, je vais m'intéresser en fait à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire comment transférer ces informations vers un système qui pourra ensuite faire plus d'analyse. Donc, il y a différentes façons en fait pour ces systèmes de maintenance prédictive de se connecter. Alors on a bien sûr les deux grandes familles donc sans fil. Donc là on donne un exemple en fait qui est une de nos technologies Smart Mesh IP, qui est une technologie en fait mesh extrêmement robuste. Et après, ce qu'on retrouve essentiellement dans le milieu industriel, en fait, ce sont des technologies donc basées en fait sur une transmission filaire. Et là, dans ces transmissions filaires, on a en fait toute une gamme de possibilités. On a les bus SPI, on a des interfaces spécifiques IEPE pour tout ce qui est piezo. Ce qui est très utilisé aussi, c'est tout ce qui est boucle de courant 420 milli, qui est utilisé depuis des dizaines d'années en fait dans l'industrie. On a les bus terrain, isolés ou pas. Et ce qui commence en fait à arriver de plus en plus, c'est-à-dire c'est mettre de l'IP directement jusqu'au capteur lui-même. Et donc on retrouve maintenant de l'Ethernet, donc du 100 basté actuellement, plus avec possibilité de transmettre la puissance. Et beaucoup plus récemment, en fait, un nouveau standard est en train d'émerger, c'est le 10 base T1L, qui est en fait à même d'apporter pas mal de solutions pour vraiment ramener l'IP en fait jusqu'au capteur lui-même. On va pouvoir avoir de l'IP en fait du cloud vraiment jusqu'au capteur lui-même. Donc pourquoi y aurait-il besoin en fait de connectivité Ethernet vraiment jusqu'au capteur? Donc là on retrouve notre en fait backbone d'entreprise. Donc on est vraiment sur l'IT, donc la technologie de l'information. Et après on retrouve en fait en dessous tout ce qui est plutôt lié à ce qu'on appelle à l'OT, donc Operational Technology, ce qui veut dire en fait technologie d'exploitation. C'est vraiment tout ce qui va concerner le contrôle et la surveillance de systèmes qui vont être à même d'agir sur des événements, mesurer des événements directement dans l'entreprise. Donc ça peut être sur une ligne de fabrication, ça peut être sur des robots, ça peut être aussi dans des buildings intelligents. Et on voit vraiment en fait l'intérêt d'avoir une convergence pour avoir vraiment une connexion beaucoup plus fluide entre le réseau d'entreprise qui va être en IP jusqu'aux capteurs eux-mêmes qui sont en bout de chaîne, qui vont être en IP sans nécessiter en fait des passerelles matérielles qui assurent en fait la translation entre des bus terrain et un bus Ethernet. Donc pourquoi le 10 base T1L? Parce qu'il va permettre vraiment en fait une connexion extrêmement fluide en fait entre le cloud qu'on retrouve ici complètement à droite jusqu'à vraiment les nœuds finaux. Tout ça en fait qui permet d'apporter vraiment en fait de l'Ethernet jusqu'au capteur lui-même. Donc on va retrouver ça en fait notamment dans toutes les applications de process control. Donc typiquement en fait sur tout ce dont a parlé Samuel, la mesure de vibration sur des moteurs, etc. Ça peut être intéressant. Et après en fait sur toutes les applications en fait building intelligent, où on vient mettre en fait de plus en plus en fait de capteurs dans le building pour pouvoir prédire des modèles de fonctionnement en fait du building. Donc l'Ethernet industriel
ou le 10 base T1L. Donc Analog Device a été impliqué en fait dès le départ dans la création de ce standard. Et ce standard en fait I3E a été approuvé en fait très récemment, donc en novembre 2019. Et on a deux versions en fait de ce standard. On a le 10 base T1L qui est vraiment en fait lui dédié au monde industriel, donc 10 mégabits, possibilité en fait de transmettre également l'alimentation à travers le câble, et puis sur des distances très importantes jusqu'à 1 km. Tout ça dans des environnements qui peuvent être extrêmement perturbés. Vous imaginez en fait une usine où vous avez énormément de moteurs, de chaînes de fabrication avec un environnement électromagnétique un peu complexe. Donc on est capable d'aborder ça, ou alors dans des environnements qui peuvent être explosifs, où là on peut avoir une sécurité intrinsèque pour ce type d'application. Et il y a une deuxième version, donc là qu'on ne va pas aborder dans cette présentation, c'est le 10 base T1S, qui est lui en fait spécifiquement adapté au monde de l'automobile, c'est-à-dire à apporter l'Ethernet dans le véhicule aussi pour les capteurs eux-mêmes. Donc une rapide comparaison de ce bus 10 base T1L par rapport aux principaux bus qu'on retrouve actuellement sur ce type en fait d'applications industrielles. Donc on va retrouver la boucle de courant 420 milli qui est en fait largement déployée sur le monde industriel. Le bus terrain, donc autrement appelé autrement RS485 ou RS422, on peut retrouver ça. Et après, en comparaison avec le 10 base T1L. Donc on voit qu'on va être sur des bandes passantes de données beaucoup plus importantes, en fait, sur le 10 base T1L. Encore une fois, on est sur des systèmes maintenant qui vont réclamer de transmettre beaucoup plus d'informations qu'auparavant. On n'est plus sur du simple capteur qui va vous mesurer une température, mais il va vous mesurer une température, une vibration en temps réel, etc. Et il faut être capable en fait de ramener cette information vers des systèmes plus intelligents. Après, possibilité aussi d'avoir en fait de la connectivité Ethernet à plus haut niveau. Donc c'est possible pour le 420 milli et le Fitbus, mais ça vous demande en fait des passerelles spécifiques qui vont assurer en fait la conversion ou entre l'Ethernet et ces bus terrain spécifiques. Possibilité aussi de transmettre en fait à travers le même bus l'alimentation. Donc là jusqu'à 60 watts. Donc on voit qu'on peut alimenter des capteurs qui nécessitent eux pour le coup beaucoup d'énergie. Là où on était vraiment très limité en puissance sur les précédents bus, c'est-à-dire 40 milliwatts, c'est-à-dire que typiquement on pouvait alimenter des capteurs de température, des capteurs de pression, mais on ne pouvait pas avoir beaucoup en fait, de consommation au niveau du nœud final lui-même. Voilà, donc ça donne un bon aperçu, en fait, une bonne comparaison. Et une comparaison aussi qui est intéressante, donc du 10 base T1L par rapport à l'Ethernet que vous connaissez actuellement et qui est en fait du 10, 100 ou 1 giga base T. Donc là, ici, sur ce type, sur le 10, 100 et 1 giga base T, vous êtes en fait sur 2 ou 4 paires de câbles Ethernet. Les distances au maximum sont d'une centaine de mètres et vous avez des connecteurs, le célèbre en fait, RJ45. Là, pour le 10 base T1L, on est sur en fait une simple paire torsadée, blindée ou pas, et on peut transmettre en fait l'information jusqu'à 1 km. Donc c'est vraiment en fait un standard qui est fait pour se substituer à des bus en fait 420 milli et Fieldbus. Et vous pouvez même vous servir de ce qui a déjà été déployé au sein d'une entreprise et réutiliser en fait les moyens le câblage en fait qui a déjà été déployé au sein d'une usine. Donc, attendez, j'ai passé un slide. Donc là, encore une fois, on voit un exemple de building intelligent
On va reprendre en fait, donc tout en haut, on va retrouver vraiment l'IT et puis le backbone en fait Ethernet de l'entreprise. Et ensuite, on va avoir une segmentation. Au niveau des contrôleurs, vous allez avoir des contrôleurs soit par building, soit par étage, par exemple. Ensuite, vous allez avoir connecté en 10BAS-T1L des contrôleurs de pièces. Et à ces contrôleurs en fait, de pièces, vous allez avoir donc toute une série de capteurs qui peuvent être contrôlés en 10BAS-T1L et qui viennent de manière en parallèle aussi, peuvent se connecter des capteurs donc on retrouve habituellement donc des capteurs de lumière, de présence et en fait des systèmes de commande de ventilation qui eux continuent à utiliser en fait des systèmes de communication plus traditionnels comme la boucle de courant ou le contrôle en tension. Donc ça, c'était vraiment la partie data. Et en parallèle de ça, on a possibilité en fait de transmettre à travers le même câble l'alimentation et ce qu'on appelle en fait le Power over Data Line, PODL. Et donc au niveau du PODL, ce qui veut dire, c'est qu'on va pouvoir en fait, au lieu d'avoir une alimentation séparée pour l'ensemble de ces capteurs, directement en fait les alimenter à la fois directement à travers le câble en fait qui transmet les datas. Donc le Power over Data Line PODL, on vient transmettre en fait l'alimentation. Donc il y a deux types de principes. Soit en fait on a quelque chose qui va être isolé de manière capacitive ou de manière galvanique à travers des transformateurs. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on peut aller délivrer en fait jusqu'à 52 watts au PD, donc ce qu'ils avaient dire le Power Device. Donc ça permet en fait des nœuds qui ont besoin d'une source d'énergie assez importante. Et ça vient en comparaison en fait du PoE que vous devez déjà connaître certainement sur l'Ethernet, qui est le Power over Ethernet. Donc là, on voit que sur le Power over Data Line, donc qui est spécifique au 10BAS-T1L, on nécessite seulement une seule paire en fait de torsadés. Ça peut être soit capacitif ou galvanique au niveau de l'isolation, et on va supporter en fait des câbles jusqu'à 1 km de long. À comparer au Power over Ethernet, où là on va suivant la puissance transmise, on va avoir besoin de 2 ou 4 paires de fils, et on va être limité à une centaine de mètres en fait sur ce type d'application. Donc voilà, je vous ai fait un peu un topo en fait sur cette nouvelle, on va dire, technologie d'interfaçage en fait pour les applications type CBM ou industrielles. Après, bien sûr, Analog Device a développé tout un ensemble de produits autour de cette technologie. Donc, je vais pas vous les montrer là. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à venir directement sur notre stand en E204. Et là, on se fera bien sûr un plaisir en fait de détailler un peu notre offre autour de tout ça. Voilà. Donc là, maintenant, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, Samuel et moi, nous sommes là. Voilà. Je vous remercie.